Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre havre de paix historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à vous laisser porter par les murmures du passé. Ce soir, nous voyagerons ensemble à travers les siècles, jusqu'aux cuisines fumantes et aux tables rustiques du Moyen-Âge. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de détente, une pause tranquille dans votre journée, ou peut-être même pour vous accompagner doucement vers le sommeil. Laissez les tensions s'évaporer, tandis que nous explorons ensemble les saveurs oubliées d'une époque révolue. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir, et à quel moment de votre journée vous avez choisi de vous joindre à nous. Êtes-vous blotti, sous une couverture en Provence, ou peut-être installé dans un appartement à Montréal? Partagez votre coin du monde dans les commentaires. J'adore voir notre communauté d'amoureux d'histoire se rassembler autour de ces récits. Si ces voyages dans le temps vous apportent un peu de sérénité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques. Chaque semaine, une nouvelle porte s'ouvre sur le passé, prête à vous accueillir. Maintenant, fermons les yeux et laissons les bruits de notre époque s'estomper. Oublions un instant nos cuisines modernes, nos réfrigérateurs bourdonnants et nos épices venues des quatre coins du monde. Remontons le temps, jusqu'à sentir la chaleur d'un feu de bois, l'odeur du pain frais et les défis quotidiens d'une cuisine médiévale. L'aube se levait à peine sur le château de Beaumont en Auge, mais Adélaïde était déjà debout depuis plus d'une heure. Ses mains rougies par le froid pétrissaient vigoureusement la pâte grise qui servirait au pain de la journée. La cuisine du château, une vaste salle aux murs noircis par la fumée, s'animait progressivement autour d'elle. « Plus vite, Jeannot, le Seigneur voudra son bouillon chaud avant la chasse », lança-t-elle à son jeune aide qui somnolait encore près de l'âtre. Le garçon sursauta et se précipita pour attiser les flammes sous le chaudron de fer. Adélaïde essuya son front d'un revers de main, laissant une trace de farine sur sa peau tannée par 40 années de labeur. Cuisinière au service du seigneur Guillaume de Beaumont depuis plus de 20 ans, elle connaissait chaque recoin de cette cuisine comme sa propre paume. « Margot, va voir si les œufs sont arrivés. Et vérifie que le lait n'a pas tourné avec la fraîcheur de la nuit, ordonna-t-elle à une jeune servante qui tressait ses cheveux dans un coin. La fille s'exécuta sans un mot, habituée à l'autorité naturelle de la cuisinière. Le garde-manger qu'Adélaïde inspectait chaque matin avec anxiété était particulièrement dégarni en ce milieu d'hiver de l'an 1270. Quelques jambons pendaient encore des poutres, fumé à l'automne dernier, mais il devait tenir jusqu'au printemps. Des sacs d'orge et de seigle s'empilaient contre le mur frais, protégés des rats par des chats affamés qui rôdaient en permanence. Nous n'avons presque plus de miel, et le sel diminue dangereusement, marmonna-t-elle en inspectant les jarres alignées sur l'étagère basse. Le seigneur Guillaume exigeait chaque jour des repas dignes de son rang, ignorant superbement les contraintes saisonnières qui limitaient le travail d'Adélaïde. L'hiver avait été particulièrement rude et les réserves constituées à l'automne s'amenuisaient plus vite que prévu. « Maîtresse Adélaïde, le chasseur est revenu bredouille hier soir », annonça Pierre, le plus âgé des serviteurs, en entrant dans la cuisine. « Le Seigneur sera furieux s'il n'a pas de viande fraîche aujourd'hui. » La cuisinière soupira profondément, son esprit déjà en train de calculer comment transformer les restes de la veille en un plat qui satisferait son maître exigeant. Les épices, précieusement gardées dans un coffret fermé à clé qu'Adélaïde portait à sa ceinture, représentaient sa seule richesse culinaire en ces temps difficiles. Poivre noir rapporté par les marchands vénitiens, cannelle et girofle des terres lointaines, safran plus précieux que l'or. Ces trésors permettaient de masquer le goût parfois douteux des viandes conservées trop longtemps. « Nous utiliserons le reste du chevreuil d'avant-hier », décida-t-elle en sortant une petite pincée de poivre de son coffret.
Avec suffisamment d'ail et de sauge du jardin d'hiver, personne ne remarquera qu'il n'est plus tout à fait frais. Le cycle immuable des saisons dictait la vie d'Adélaïde comme celle de tous les habitants du domaine. L'hiver, malgré ses privations, offrait au moins l'avantage du froid qui ralentissait la putréfaction des aliments. Les bêtes abattues à la Saint-Martin, en novembre, pouvaient ainsi nourrir le château pendant plusieurs mois. « Rappelle-toi l'an dernier, dit-elle à Jeannot qui écoutait attentivement ses instructions, quand le printemps est arrivé trop tôt et que toutes nos viandes se sont gâtées avant Pâques. Le Seigneur a dû se contenter de poissons séchés et de légumes racines jusqu'à ce que les premières chasses soient fructueuses. » La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air glacé et Margot, les bras chargés d'un panier d'œufs. « Maîtresse, les poules ne pondent presque plus avec ce froid, » annonça-t-elle, déposant son maigre butin sur la table. « Et le laitier dit que les vaches donnent à peine assez pour les enfants du village. » Adélaïde examina les œufs, plus petits qu'à l'ordinaire, et hocha la tête avec résignation. « Nous ferons une tourte aux herbes et aux œufs pour accompagner la viande. Le Seigneur aime les saveurs fortes qui lui rappellent les banquets royaux auxquels il a assisté à Paris. » Le sel, denrée si précieuse qu'elle était parfois utilisée comme monnaie d'échange, posait un problème constant. Adélaïde en usait avec parcimonie, consciente que sans lui, la conservation des aliments devenait un défi quotidien. « Nous devrons fumer davantage de viande la prochaine fois, » murmura-t-elle en inspectant un morceau de lard dont la couleur douteuse l'inquiétait. La salaison et le fumage étaient ses principaux alliés contre la décomposition, mais même ces techniques avaient leurs limites. Tandis que le soleil montait dans le ciel, la cuisine s'emplissait d'une activité frénétique. Adélaïde orchestrait ce ballet quotidien avec l'autorité d'un général en campagne, assignant à chacun sa tâche précise. Le pain au four, les légumes au pot, la viande à la broche, et que quelqu'un aille cueillir de la menthe fraîche dans le jardin abrité. Les ordres fusaient, précis et incontestables. Dans quelques heures, le seigneur Guillaume et sa famille descendraient pour leur premier repas. Et tout devait être parfait, malgré les contraintes, malgré la pénurie, malgré l'hiver qui s'éternisait. Frère Thomas apparut dans l'encadrement de la porte, sa silhouette massive projetant une ombre qui s'étira jusqu'au fourneau. Le moine herboriste du domaine venait souvent à cette heure, apportant ses conseils et ses remèdes. « Adélaïde, ma fille, as-tu pensé à équilibrer les humeurs dans ton repas ? Nous sommes vendredi, jour maigre, et sa seigneurie souffre d'un excès de bile noire depuis la dernière lune. » Il déposa sur la table un petit sac de toile contenant des herbes séchées. « Mets-en dans le potage, cela tempérera sa mélancolie et plaira au Seigneur. » Adélaïde acquiesça respectueusement, bien qu'elle eût préféré suivre son propre instinct culinaire. L'Église dictait non seulement quand manger, mais aussi quoi manger. Les 140 jours de jeûne annuel où la viande était proscrite, les interdictions sur certains mélanges jugés impurs, les recommandations basées sur la théorie des humeurs, tout cela constituait un carcan supplémentaire pour sa créativité, déjà contrainte par la rareté des ingrédients. « Et n'oublie pas, » poursuivit frère Thomas, en inspectant les préparations d'un œil critique, les poissons et les légumes racines pour équilibrer l'humidité du corps. Notre Seigneur a besoin d'aliments qui réchauffent son sang, pas qui l'alourdissent. Il prit une pomme ridée dans une corbeille et la contempla avec suspicion. Les fruits crus sont dangereux en cette saison. Ils apportent trop de froideur. Cuis-les tous, avec du miel et de la cannelle. La cuisinière se mordit la lèvre pour ne pas répliquer que le miel était presque épuisé. Elle se contenta de hocher la tête, tandis que le moine poursuivait sa ronde, bénissant au passage les aliments comme si sa prière pouvait en améliorer la qualité ou la conservation. Dans un sens, songea-t-elle, la foi était parfois le seul ingrédient qui ne manquait jamais dans cette cuisine. Quelques heures plus tard,
le grand hall résonnait des conversations animées du banquet. Le seigneur Guillaume présidait à la table haute, surélevée pour que tous puissent voir sa magnificence. Adélaïde observait depuis l'entrée de la cuisine, scrutant les réactions à ses plats. La hiérarchie sociale se lisait clairement dans les assiettes, au seigneur et à ses proches, les morceaux nobles de viande, abondamment épicés de safran, de poivre et de cannelle, épices si coûteuses qu'elles valaient leur poids en or. Ces assaisonnements précieux servaient autant à impressionner les convives qu'à masquer le goût parfois douteux des chairs pas tout à fait fraîches. « Plus de sauce aux érelles pour le seigneur », ordonna-t-elle à un jeune marmiton qui s'empressa d'obéir. La couleur rouge vif de cette sauce, rehaussée par un peu de précieux safran, donnait l'illusion d'opulence et détournait l'attention de la qualité moyenne du chevreuil. Plus bas dans la salle, les écuyers et hommes d'armes se contentaient de viandes plus communes et moins épicées. Et tout au fond, les serviteurs mangeaient les restes, les abats, les extrémités, dans des écuelles de bois grossier. Le pain lui-même racontait cette histoire de classe. Blanc et fin pour la table seigneuriale, bis pour les écuyers, noir et grossier pour les serviteurs. Adélaïde savait que cette mise en scène du repas était aussi importante que sa saveur. Le banquet était un théâtre où chacun jouait son rôle selon son rang. À plusieurs lieues de là, dans une chaumière aux murs de torchis, Mathieu le paysan partageait avec sa famille un repas bien différent. Une épaisse bouillie de céréales mijotée dans l'unique marmite suspendue au-dessus du feu central. Sa femme, Margot, y avait ajouté quelques légumes du maigre potager d'hiver, des racines essentiellement, et un morceau de lard salé si petit qu'il servait davantage à donner du goût qu'à nourrir. « Père, c'est encore de la bouillie ?» demanda leur fils aîné, Pierre, dont les 12 ans réclamaient une nourriture plus substantielle. « Oui, mon fils, et remercie Dieu que nous en ayons, » répondit Mathieu en faisant le signe de croix. « L'hiver dernier, à la même époque, nous n'avions que des glands moulus à manger. » La monotonie alimentaire était le lot quotidien des paysans. Jour après jour, saison après saison, la même bouillie de céréales, avoine, orge ou seigle selon les réserves, agrémentée de ce que la nature voulait bien offrir. Herbes sauvages au printemps, quelques fruits en été, champignons en automne et presque rien en hiver hormis les légumes conservés dans le sable ou le sel. Pourtant, de cette pauvreté naissait une forme de créativité désespérée. Mathieu avait appris de son père comment faire fermenter l'orge pour en tirer une bière légère qui apportait calories et réconfort. Margot savait transformer les orties piquantes en soupe nourrissante. Les enfants rapportaient parfois des baies, des noisettes ou, avec chance, un lapin pris au collet. Risque considérable puisque le gibier appartenait au seigneur. « J'ai trouvé ceci aujourd'hui, » dit Mathieu, en sortant de sa besace une poignée de racines sauvages. Un vieil homme du village voisin m'a montré comment les reconnaître. Elles sont amères, mais nourrissantes. Cette petite victoire sur la faim fut célébrée comme un festin. Dans leur monde de pénurie, chaque nouvelle source de nourriture, chaque technique de conservation ou de préparation représentait une chance supplémentaire de survie. La faim, plus encore que le froid ou la maladie, était l'ennemi invisible qui rôdait autour de chaque foyer paysan, particulièrement en cette fin d'hiver où les réserves s'amenuisaient dangereusement. Alors que la nuit tombait sur la Normandie, ces deux mondes parallèles, celui du château avec ses banquets d'apparat et celui des chaumières avec leurs bouillies quotidiennes, se préparaient à affronter un nouveau jour. Pour Adélaïde comme pour Mathieu, malgré l'abîme social qui les séparait, le défi restait le même. Tirer le meilleur parti de ressources limitées dans un combat quotidien contre la faim et les éléments. L'année 1315 marqua un tournant dans la vie de tous les habitants de la région. Le printemps n'avait apporté que des pluies diluviennes, noyant les semences dans les champs détrempés. L'été, froid et humide, n'avait pas permis aux rares cultures survivantes de mûrir correctement. À l'automne,
Les greniers du château, comme ceux des paysans, étaient presque vides. « Nous n'avons jamais connu pareille disette », murmura Adélaïde en inspectant les maigres provisions de la cuisine seigneuriale. Les réserves de grains avaient diminué de façon alarmante, et même le seigneur Guillaume commençait à s'inquiéter sérieusement. Dans le village, la situation de Mathieu était encore plus désespérée. Sa famille avait déjà épuisé les réserves habituellement destinées à passer l'hiver. « Père, j'ai trouvé ces racines près du ruisseau, » dit sa fille aînée en lui tendant une poignée de plantes terreuses. Mathieu les examina avec attention, mais ne put déterminer si elles étaient comestibles ou vénéneuses. La faim le poussait à prendre des risques qu'il n'aurait jamais envisagés en temps normal. C'est alors qu'il prit une décision audacieuse: se rendre au château pour proposer son aide aux travaux en échange de quelques nourritures. Ce fut ainsi qu'Adélaïde et Mathieu se rencontrèrent véritablement pour la première fois. « Ces racines que tu as apportées, ce sont des panais sauvages, » expliqua Adélaïde en examinant la récolte de Mathieu. « Elles sont amères mais nourrissantes si on les fait bouillir longuement. » En échange de ses connaissances, Mathieu lui révéla les endroits où trouver des champignons comestibles que les nobles dédaignaient habituellement. Les russules et les lactaires poussent encore dans les sous-bois humides, même quand tout semble mort, expliqua-t-il en dessinant leurs formes caractéristiques dans la cendre du foyer. Cette alliance improbable entre la cuisinière du château et le paysan permit à leurs deux mondes de traverser les mois les plus difficiles. Adélaïde apprit à intégrer des ingrédients sauvages que jamais elle n'aurait osé servir en temps normal, tandis que Mathieu découvrit comment fermenter certains aliments pour les conserver plus longtemps. « Regarde, si tu mélanges le petit lait avec des herbes et que tu le laisses cailler dans un linge, tu obtiens un fromage qui se conserve plusieurs semaines, » lui montra Adélaïde un jour où il avait apporté un peu de lait de sa chèvre maigrichonne. Les années qui suivirent cette terrible famine virent progressivement l'arrivée de nouvelles techniques et de nouveaux ustensiles qui transformèrent lentement l'art culinaire. Les voyageurs et marchands rapportèrent des contrées lointaines des méthodes de conservation plus efficaces. Les Vénitiens utilisent le vinaigre pour conserver leurs poissons et leurs légumes, expliqua un jour un marchand de passage au château. Adélaïde s'empressa d'expérimenter cette technique, créant des conserves acidulées qui permettaient de garder les aliments bien plus longtemps que le simple salage. L'évolution des ustensiles transforma également la cuisine médiévale. Les marmites en terre cuite furent progressivement remplacées par des chaudrons en cuivre ou en fer, permettant une cuisson plus uniforme et contrôlée. « Regarde comme la chaleur se répartit mieux dans ce nouveau chaudron », fit remarquer Adélaïde à son jeune apprenti en remuant un potage qui mijotait doucement. La soupe n'attache plus au fond comme avant. Ces améliorations techniques, bien que modestes, représentaient des avancées considérables pour ceux qui préparaient quotidiennement les repas. Au fil des décennies, de nouveaux ingrédients firent leur apparition, enrichissant peu à peu le répertoire culinaire. Des variétés de légumes plus résistantes aux intempéries furent développées par les jardiniers monastiques, tandis que les techniques de greffage permirent d'obtenir des fruits plus gros et plus savoureux. Ces pommes sont 2 fois plus grosses que celles de mon enfance, s'émerveilla Mathieu, devenu vieux, en croquant dans un fruit juteux issu des nouveaux pommiers du monastère voisin. L'héritage de cette période difficile façonna durablement notre rapport à la nourriture. Les techniques de conservation nées de la nécessité, le fumage, le salage, la fermentation, sont devenues des méthodes recherchées pour leur qualité gustative plutôt que par simple nécessité. C'est étrange de penser que ce que nous mangions par désespoir est maintenant considéré comme un mets raffiné, remarqua Adélaïde à la fin de sa vie, en voyant le Seigneur réclamer spécifiquement du fromage fermenté et des légumes lacto-fermentés qu'elle avait appris à préparer durant les années de disette. Les recettes nées de la pénurie ont traversé les siècles, se transformant et s'enrichissant au fil des générations. Le pain noir des paysans, autrefois symbole de pauvreté,
est devenu un produit recherché pour ses qualités nutritives et sa saveur complexe. Les soupes épaisses et nourrissantes, qui permettaient de tirer le maximum de quelques ingrédients simples, constituent encore aujourd'hui le cœur de nombreuses cuisines régionales. Ma grand-mère m'a appris cette recette, qui venait de sa grand-mère, qui la tenait elle-même d'Adélaïde la cuisinière, racontait-on encore dans les villages normands des siècles plus tard. Cette période de l'histoire nous rappelle que la cuisine est avant tout un art de l'adaptation, né de la nécessité de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Les contraintes d'autrefois ont paradoxalement enrichi notre patrimoine culinaire, nous léguant des techniques et des saveurs qui, sans ces épreuves, n'auraient peut-être jamais vu le jour. Ainsi, même dans les périodes les plus sombres du Moyen-Âge, les hommes et les femmes comme Adélaïde et Mathieu ont su transformer l'adversité en créativité, posant les fondations de traditions culinaires qui perdurent jusqu'à nos jours.